Alors moi j'aurais une question à vous poser qui est un petit peu étrange, mais, imaginons que vous ayez été à la tête d'une puissance européenne en 93, si possible frontalière avec la France. Que vous y seriez allé ou pas du coup, dans ce bain-là, de se dire: «Allez vas-y on va les taper sur les révolutionnaires français»? Oh bah oui. Ah oui, sinon après ça va donner des idées Ah. à mon propre peuple, quoi. Faut tout de suite aller réprimer tout ça, hein. Voilà, j'ai envie de dire, je pense que ça dépend exactement de quel point de vue tu te places. Si tu places de la place d'un chef d'État, d'un monarque de droit divin. Et ça, c'est un truc que les gens ne voient pas aujourd'hui, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir soit des monarques qui sont de vagues figures populaires qu'on voit vaguement à la télé ou sur les cartes postales, ou des présidents qui sont élus. Mais il faut bien rappeler aux auditeurs auditrices que sur l'Ancien Régime, en Europe, le monarque n'est pas monarque parce qu'il hérite de sa famille, parce que bon bah c'est un peu comme ça, parce que son père était roi. C'est pas ça le principe. Le principe c'est que le monarque est de droit divin. C'est Ouais. Dieu tout puissant qui a dit lui là c'est le chef et vous obéissez. Bon, après, il y a la théorie qui est ça, et la pratique de la majorité des monarques qui sont incapables de faire quoi que ce soit sans le soutien à minima de leur aristocratie, et dans certains pays aussi de leur population. Mais oui, c'est sûr que quand tu te places du point de vue du monarque de droit divin, c'est la Révolution française, pareil, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas comme la Révolution américaine. La Révolution américaine, c'est vraiment une révolution qui est très centrée sur l'aristocratie coloniale. Ouais. Même si certains dans les classes populaires aux États-Unis vont adhérer au projet, c'est avant tout une rébellion des classes possédantes dans, le- dans les 13 colonies. En France, la Révolution française, c'est une révolution qui a pour originalité d'être issue pas seulement de la bourgeoisie, mais de toutes les classes sociales en dessous de l'aristocratie. Et de voir des masses de gens faire d'ailleurs des révolutions locales qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec celles de Paris. Et ça, dans la tête des aristocrates de droit divin, de ceux qui ont toujours baigné dans un univers dans lequel il est normal qu'ils dirigent les autres, puisque c'est la nature, c'est Dieu qui a voulu qu'ils dominent les autres. Eh oui. De voir d'un seul coup des cohortes de gens armés jusqu'aux dents qui viennent cramer ton château pour faire disparaître toute forme de traces de documentation, parce que c'est ça, hein, les grands incendies de châteaux de la Révolution, c'est surtout pour faire disparaître des symboles de pouvoir, de faire disparaître la documentation légale qui attache un certain nombre de paysans à leurs seigneurs, c'est de se débarrasser physiquement de tous ces éléments légaux. Ouais. Alors forcément, quand toi t'es de l'autre côté de la frontière et que tu vois les paysans qui commencent à s'énerver, bon bah tout de suite, Ouais, voilà, tu te dis bon, je tiens mon coup. falloir aller les calmer direct, quoi. Après, après, tu vois, c'est là où ça dépend, je pense, beaucoup des situations. Et je pense que un monarque qui aurait eu du nez, un Louis XVI qui aurait eu du nez et qui aurait compris ce que voulait la Révolution, qui était l'objectif global et qu'il aurait embrassé, aurait pris énormément de pouvoir et énormément d'avance administrative, entre guillemets, hein, d'avance de conceptualisation administrative sur ses voisins, Ouais, très clairement. Parce que, effectivement. que certains beaucoup de monarques n'ont pas vu dans le projet constitutionnel en France, c'est que ça permet de complètement sointer l'aristocratie. Ça permet de complètement se débarrasser des anciens régimes de pouvoir féodaux et de créer un système de pouvoir centralisé. Alors certes, avec des élections, mais dans un système où potentiellement tu peux, voilà, on le sait tous aujourd'hui, les élections, c'est pas ce qui garantit la démocratie, hein. C'est pas ce qui garantit que les gens soient réellement représentés. Euh, c'est pas si difficile que ça pour un monarque de tirer son épingle du jeu pour un peu qu'il en ait la volonté et les compétences. Ouais. Donc OK. il y a ça, pour ça plus le fait qu'aussi déclarer la guerre à un pays qui à l'époque représente quand même, je sais plus, 20% de la population européenne, et qui a donc les armées qui vont en conséquence. Euh, quand on est très tôt dans la Révolution et que tu sais pas, il n'y a plus de généraux français, il n'y a plus de
Donc tu te dis, bon, ça va être facile, ils sont mal dirigés, ils sont mal. Tu te dis, pourquoi pas? Maintenant, quand t'es plus tardivement dans la révolution et que les révolutionnaires, t'es après Valmy, les révolutionnaires ont montré qu'ils étaient capables de mordre et pas seulement de grogner. Ça devient plus difficile, quoi. Bah, soumettre ton propre pays à potentiellement une invasion française, c'est pas super malin non plus, quand même. Ouais. Effectivement. Ouais, mais... Bah, y a plein de... C'est là où les paramètres qui s'accumulent, c'est... Bah, on est en 91, on te dit, ouais, vas-y, on y va, on pète la gueule aux Français, ça va être fastoche. En plus, on arrête des paysans un peu trop énervés, pourquoi pas. On est en 95, il y a eu déjà plusieurs dérouillés, les mecs ils t'approchent en disant, bon, on y retourne. Bon, ouais, c'est pas trop, j'ai aquaponé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et c'est là où j'ai encore une autre question à vous poser. La France révolutionnaire affronte l'Espagne dans les Pyrénées. À votre avis, d'un point de vue stratégique, militaire, pour vous, ce serait quoi les contraintes d'un tel théâtre d'opération, qui est quand même un terrain très montagneux finalement? D'autant plus qu'on est en mars. Ah, comme tu l'as dit, oui, effectivement, un problème de logistique, je pense, avec les montagnes. Et la mer, en plus, qui est à côté, n'est pas forcément une source une seconde possibilité d'amener sa logistique. C'est-à-dire que ça va être dominé par Royal Navy. En plus, bah, il y a plein de... Ouais, des armées qui vont être compliquées à ravitailler, quoi. Il y a pas mal d'éléments. Effectivement, ouais, c'est Et vrai que ça t'as peut même, être complexe, ouais. Pardon, Franck, vas-y. t'as même plus que ça, parce que t'as plein de... T'as les forteresses aussi qui sont déjà installées. C'est une zone qui est quand même défendue depuis un moment. C'est une zone de frontière qui existe, qui date depuis, tu l'as dit, 1759. Et qui avant ça, même si on est juste derrière Perpignan, on est au nord du Roussillon, était aussi garnisonné. Donc, on est sur une zone qui est quand même bien connue des différents combattants. Ouais. Il y a pas mal de cols. Les passages sont assez pas traverser les Pyrénées centraux. Pyrénées centraux, Pyrénées centrales. Pyrénées centrales. Oriental? Non, oui, je pensais justement la zone Ah, plus la à zone l'ouest plus à vers l'ouest. l'Andorre. Euh... C'est très compliqué à traverser. En plus de ça, des trucs qu'on voit plus aujourd'hui, il y avait des glaciers, il y avait des zones qui étaient purement et simplement inaccessibles. Voilà, c'est des zones qui sont compliquées. Les passages qui existent sont étroits, c'est donc très facile de les défendre avec peu d'hommes. Pour un peu que c'est toi qui tiennes la ligne de crête, ça veut dire que tu peux placer ton artillerie et pulvériser tout ce qui s'approche. Le Roussillon, en plus, c'est une zone où tu as une première ligne de mémoire de montagne le long de la frontière actuelle, mais tu en as une deuxième, comme dit, qui était celle de avant 759. Donc ça veut dire que t'as pas une, mais deux lignes de défense à franchir. En plus de ça, d'un côté comme de l'autre, t'as finalement pas de grandes villes ou de points stratégiques majeurs juste derrière. Madrid et Paris sont très loin de la zone de frontière. Du côté espagnol, le plus proche, t'as Barcelone, qui effectivement est importante, mais c'est malgré tout, elle est pas à proximité. Il y a encore plein de lignes de montagne à franchir, pas si évident que ça. Et côté français, bah, Perpignan, c'est pas non plus la plus grande ville voilà, de France ni du Sud. Narbonne est encore un peu plus loin. Faudrait remonter quand même plus au nord. Toulouse, on n'en parle pas, c'est encore plus loin. Enfin, tu vois, c'est à la fois non seulement facile à défendre, mais en plus de ça, t'as pas d'objectif derrière. Y a pas d'objectif évident derrière si c'est juste pour aller taper et repartir. Parce que voilà, certes, imaginons tu prennes le Roussillon, ok, mais ensuite tu fais quoi? Tu continues vers où? Voilà. On n'est plus, non mais c'est bête, mais on n'est plus sur des armées médiévales où tu peux décider de chevaucher pendant 3 mois en te taillant littéralement un chemin à travers la campagne, en cramant les villages sur ton chemin. Ouais. Ça marche plus comme stratégie.
effectivement. Ce que d'ailleurs un certain Napoléon n'a pas compris et a tenté d'utiliser dans un pays beaucoup trop grand pour ça. Mais pour le moment, ça n'est ni l'heure ni le lieu, mais effectivement, vous avez bien résumé ça. Notamment, je pense que on va en parler pas mal, des problèmes de logistique, de terrain, de forteresse, etc. C'est vrai que les Pyrénées, c'est vraiment quelque chose de, c'est un théâtre d'opération assez particulier. Et j'en viens du coup à vous poser la question suivante. Finalement, dans quelle mesure, pour vous, la Révolution française a-t-elle changé les règles du jeu en Europe sur le plan militaire et diplomatique? Vaste question. Vous avez C'est 2 parti pour heures. 2 heures là. Je vous arrêterai avant, je vous arrêterai avant. On commence par quoi, le militaire? Ouais, vous pouvez commencer par le militaire, hein, tout à fait. Déjà, le militaire dans un premier temps, parce qu'on en a parlé. Je pense que ça peut être intéressant. Si vous voulez, je peux vous décrire un peu les armées espagnoles dans un premier temps aussi, hein, parce que j'ai des descriptifs de Non, mais après, la Révolution de manière générale, l'un des points qui ressort quand même, c'est l'importance du mouvement, l'importance de l'artillerie Ouais. sur le théâtre d'opération. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, je crois que c'est vous qui l'avez évoqué sur la guerre de sécession, la différence justement d'apprentissage avec les guerres révolutionnaires sur l'importance de la manœuvre, de l'artillerie, et d'une certaine manière, d'ailleurs, on pourrait aussi dire de la logistique, même si pas aussi bien que le reste, sans doute. Ouais. Ça c'est quand même un élément assez important. Ça modifie aussi, je pense, la vision qu'on a de la cavalerie, même si pareil, comme la logistique, ça va mettre très longtemps à réellement se décanter. Et en fait, au moins jusqu'à la guerre de Crimée, au milieu du 19e siècle, et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que oui, charger des mitrailleuses et des canons, ça ne marche pas. Mais il y a quand même principalement au niveau militaire, ça doit être l'artillerie Ouais. et la manœuvre, puis peut-être de l'importance de la logistique et de la diminution de la cavalerie. Ok. Oui, effectivement. Mais c'est très générique, quoi, hein, comme réponse. Oui, mais Sinon, ne faut vous inquiétez rentrer dans pas, le il n'y détail, a, pas, y a pas de souci, hein. Moi, le but, c'est que ça reste un peu de générique l'usage du aussi, hein. carré, Oui, l'usage du carré de mousquet en formation défensive face à la cavalerie et sa faiblesse face à l'artillerie. Question qui est ultra dense. Ultra Pareil dense. d'ailleurs pour la question diplomatique, parce que j'ai envie de dire, il y a deux écoles qui disent que la Révolution française a tout changé, et deux qui disent que la Révolution française n'a rien changé. Ok. Et du coup, quels sont les pour et les contre de chaque théorie parce que c'est quand même vraiment Bah, l'opposé, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très, très binaire. celle qui est, on va dire, la plus, je pense, plus adoptée, la plus suivie, c'est quand même l'idée que la Révolution française a à peu près tout changé, parce que déjà les mentalités politiques ont changé, et donc les mentalités diplomatiques aussi, parce que malgré tout, l'un va pas sans l'autre. Le fait est que la Révolution française force un certain nombre d'États qui, dans d'autres conditions, se seraient peut-être fait la guerre, à former des alliances qui sont purement idéologiques. La Sainte Alliance, hein, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Ouais. Le fait que tous les États européens, y compris d'ailleurs la France des Bourbons, se liguent contre le libéralisme, quel qu'il soit. D'ailleurs, on parle de l'Espagne dans ce conflit, et on l'oublie assez souvent, mais l'Espagne aussi va avoir ses conflits révolutionnaires, ses conflits entre libéraux et réactionnaires. Et après les guerres napoléoniennes, et la France interviendra militairement en Espagne pour restaurer la monarchie absolue des Bourbons contre les libéraux. Ok. Il peut paraître Ouais. très bizarre quand on se dit attendez, c'était pas le pays de la Révolution, comment ça se fait qu'il y a des militaires français qui soient allés triper les libéraux en Espagne? Ça fait aucun sens. Ben, ça tient un peu justement de l'autre idée opposée qui dit que ça n'a pas changé la donne, parce que au sortir du congrès de Vienne, il y a de nouveau un équilibre des puissances européennes, il y a de nouveau la domination du pouvoir réactionnaire, il y a de nouveau des politiques qui s'orientent plus sur le côté pas féodal mais familial en tout cas des grandes dynasties.
et de contenir au maximum les uns et les autres. Ce qui est le cas en Europe depuis, je sais pas pour on pensera Léo, mais au moins depuis Henri IV ou Louis XIII, de politique d'équilibre en fait entre les différentes puissances. Là où la théorie de ça n'a rien changé blesse, est un peu faible, et qu'il y a quand même plusieurs institutions diplomatiques comme le Saint-Empire romain germanique qui disparaissent. Ouais. Oh, c'est pas rien quand même. Qui du coup laisse un vide. Oui. Que la Confédération germanique qui est censée le remplacer ne remplacera pas Et c'est la réellement. Prusse qui le remplacera petit à petit. Justement. C'est-à-dire que le Saint-Empire romain germanique, il avait une histoire aussi, politique et diplomatique. Ouais. Le fait qu'il n'existe plus, qu'il soit remplacé par une confédération un peu plus neuve avec un fonctionnement très différent, fait que mécaniquement, un certain nombre de pressions diplomatiques qui avaient pu exister sur la Prusse, par exemple, sur justement la dignité impériale et l'inaccessibilité de la dignité impériale pour la Prusse, n'existe plus avec la dissolution du Saint-Empire. Ouais. De la même manière, il y a quand même des conséquences au fait que la Pologne disparaisse partagée par ses voisins, parce que oui, ça fait aussi partie du conflit révolutionnaire. Parce que même si effectivement l'équilibre des forces est préservé pour un temps, il va aussi petit à petit être mis en exergue, cette absence d'état tampon. Ouais. Il y a plein de choses comme ça où ça n'a pas l'air de changer grand chose. Le fait que la Belgique soit rattachée aux Pays-Bas et plus à l'Autriche, mécaniquement, ça change aussi des choses pour les relations diplomatiques autrichiennes, puisque du coup, l'Autriche n'a plus de frontières communes avec la France. Ah oui, donc... Alors qu'avant, c'était le cas. Ouais, donc mine de rien, quand même, t'as beaucoup de choses qui changent malgré tout suite à tout ça. Donc ça, en fait, ouais, ça dépend ce que tu regardes quand tu dis qu'est-ce qui change. Sur le 19e siècle, en tout cas sur la première moitié du 19e siècle, t'as l'impression qu'il y a un retour au statut d'avant. Statu quo, mais en fait, en réalité... Mais en réalité, c'est pas si vrai. Ouais. Moi, à mon sens, c'est pas si vrai. Les relations diplomatiques, elles sont, à mon sens, plus en profondeur parce que t'as des États qui peuvent se permettre des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avant. Ok. Que la Prusse est devenue une puissance qui va devenir industrielle avec la Rhénanie. Que l'Autriche, même si elle redevient l'élément clé de la stabilité en Europe, est beaucoup plus affaiblie qu'avant. Voilà. En fait, finalement, ceux pour qui ça change rien, c'est surtout les Britanniques. Je sais pas ce que t'en penses, Léo. Ceux qui sont, pour qui finalement, voilà, que la France soit une république ou une monarchie ou ce que tu veux. Ouais. Ça reste la France, hein. L'ennemi héréditaire, quoi. Ouais. D'autant plus que les Britanniques sont pas dans une monarchie absolue, contrairement à certains groupes autour. Donc, il y a peut-être moins ce délire idéologique qui touche l'Empire britannique. C'est plutôt dans un concept de territoire et de politique. D'équilibre. Simplement d'équilibre politique des puissances, peut-être de leur point de vue. Ça, je bluffe en disant ça, hein, mais. Ils veulent pas qu'une puissance hégémonique sur le continent européen. Ils ont toujours. Ils veulent pas, c'est une des raisons qui ont poussé à l'intervention en 14 aussi. Ils voyaient que l'Allemagne d'un mauvais œil un peu trop puissante. Ils ont toujours cette politique-là d'équilibre en Europe. Voilà. Effectivement. Ouais. C'est sûr que c'était pas pour protéger la Belgique. Hein. Décidément, les Belges prennent cher ce soir. Pardon. Effectivement. Ils prennent cher, non. En tout cas, on parle d'eux pour une fois. Ouais, c'est un fait. On salue tous nos amis belges. Pour une fois, là, tu vois, ça va être cher. Écoutez, mais merci encore une fois tous les deux. Je vais enchaîner pour pas que ça prenne toute la vie. Ouais. Ah, vas-y. Mini précision sur ce que tu disais sur le fait que l'Espagne rejoint le conflit contre les idées révolutionnaires, mais il y a aussi un truc qui est pareil, qui est peu envisagé de nos jours parce qu'on imagine tout en tant que conflit politique idéologique. Ouais. Il y a beaucoup sous l'Ancien Régime de personnel. Comme je dis tout à l'heure, c'est des monarchies de droit divin et ce sont des familles. Ce sont des gens qui sont tous parce que c'est des Bourbons, les Espagnols aussi. Frères et sœurs, etc. Et
le fait est que la première chose qui intéresse la monarchie espagnole, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle rejoint le conflit finalement seulement en 93 et pas avant, c'est en premier lieu la sécurité de la monarchie française, de la monarchie des Bourbons. Et seulement après l'exécution de Louis XVI que les Bourbons d'Espagne décident qu'il faut intervenir. Il y a vraiment cet aspect central de protéger la sphère monarchique des Bourbons dans les ambitions espagnoles. Pas parce qu'ils s'adorent, parce qu'ils sont déjà, malgré qu'ils appartiennent à la même famille, ils sont très clairement, régulièrement opposés l'un à l'autre. Mais de la même manière que la France interviendra plus tard, comme j'ai dit, pour sauver la monarchie espagnole face aux libéraux, il y a cette idée de protéger la famille. C'est ce que d'ailleurs les Bourbons eux-mêmes appellent le pacte de la famille. On n'est pas forcément que sur une guerre de politique étatique, etc. C'est vraiment la conception de la famille, quoi. Même si tu n'entends pas forcément avec tes cousins, ça reste ton cousin, quoi. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que les deux sont, ça c'est un truc, les deux sont très 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 liés. Avant justement la Révolution française. À partir de la Révolution française, t'as quand même beaucoup plus d'idéologie qui commence à rentrer en jeu. Alors, j'en viens du coup à vous poser ma quatrième ou troisième question, je sais plus. Une armée en pleine réorganisation, traversée par des purges politiques, peut-elle réellement tenir tête à une armée royale bien mise en place et peut-être bien plus entraînée, selon vous? J'ai l'impression d'être Léa Salamé sur France Inter. Bon. Je dirais que oui. On parle pas espagnol, donc ils ont été repoussés, mais. On sait pas, peut-être que les gens aussi ils parlent espagnol. Et puis surtout Valmy, hein. Non, bah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, c'est quand même pas rien, parce qu'effectivement on a gagné, hein, bien évidemment. Mais enfin, bien évidemment, le mec il a fait, oui, j'y étais en 95. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident. C'est quand même pas rien d'avoir réussi à tenir tête à une armée plus grande, alors même que l'armée française est dans un état pas tip top. Ouais, mais après c'est là aussi où tu vois que sur un conflit, tu n'as en réalité pas que le combat, tu n'as pas que l'aspect affrontement en ligne dans une bataille, etc. Typiquement, armée française mal équipée, avec des chefs pas forcément au top, Valmy, hein. Valmy, je vous invite à aller voir d'ailleurs l'épisode de Sur le champ sur Valmy qui explique pas mal de choses en détail et c'est sourcé, contrairement à moi. Mais ça explique pas mal de choses sur le fait que par exemple, typiquement l'armée prussienne à ce moment-là, elle a une épidémie de, je sais plus, c'est pas la tuberculose, c'est le typhus. Je sais plus, une épidémie. Ouais, c'est une épidémie de typhus, ouais, peut-être. Qui ravage ses rangs. Techniquement, l'armée prussienne aurait été techniquement supérieure à l'armée française. Mais en plus, avec l'armée autrichienne pas loin. Mais quand t'as la moitié de tes soldats qui sont en train de crever et que tu chient dessus sur le champ de bataille, pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils sont flingués au niveau de l'estomac, tu peux être aussi compétent et bon que tu veux. Ok, encore une fois, tu gagnes une bataille. Mais si tu gagnes une bataille en y laissant la moitié de tes soldats parce que le jour d'après ou les 2 jours d'après, ils ont plus rien à bouffer ou quoi, qu'est-ce que tu gagnes en fait? Ouais. Et ça, c'est un aspect qui est complètement ignoré sur le conflit, c'est que la bataille ne fait pas tout. Il y a quelques batailles dans l'histoire qui vont changer la donne, qui vont être des victoires écrasantes, ce que tu veux. Il y a aussi plein de conflits, y compris durant la France révolutionnaire, où la bataille ne fait pas tout. Et en fait, la bataille n'est qu'un état des lieux à un moment donné. Et typiquement, Napoléon s'est beaucoup basé sur cette volonté de trouver la bataille décisive. Et pourtant, ses adversaires sont revenus et revenus et revenus. Combien de fois les Russes, les Prussiens et les Autrichiens ont-ils été écrasés? Austerlitz, Ulm. Ouais. Il y en a eu des quantités. Et pourtant, à chaque fois, ils sont revenus. Ouais. Et ils ont réussi à la fin à gagner. Donc,
Tu peux avoir une super armée, tu peux avoir gagné toutes les batailles et perdre la guerre. Ouais. Effectivement. Tu veux rajouter quelque chose, Léo? Non, rien à rajouter. Franck a tout te dit salue, très Rockstar. bien, Ouais, donc là, pour le coup, Parfait. rien à dire. Mais du coup, moi, j'aurais une question à vous poser, encore une fois, messieurs, sur question numéro 5. On dit... on cherche toujours un petit peu le conflit qui invente la guerre moderne, mais avec tout ce qu'on a vu, est-ce que ce serait pas finalement un conflit aussi mineur que celui du Roussillon qui ouvrirait la voie finalement à une manière nouvelle de faire la guerre? Moi, j'irais pas jusque-là, quand même. C'est le droit de me dire non, hein. Je dirais non catégorique même, mais je dirais il n'y a pas de conflit qui invente la guerre moderne, parce que justement les conflits ils évoluent au fur et à mesure de leurs époques, ils utilisent de plus en plus d'outils, et il n'y a pas de conflit clé qui changerait tout. Sinon, si on avait réellement des conflits, en fait, si on avait réellement des conflits clés qui changeaient tout, on assisterait à des renversements totaux plutôt, Ouais. sur l'effectif stratégique. Et on pourrait imaginer, tu vois, l'idée d'un seul coup, il y a machin, il a réalisé que telle arme ou tel truc était surpuissant et il écrase tout le monde. Bah, si c'était le cas, on se serait retrouvé en 14 avec un des États qui aurait eu des chars d'assaut ou des avions et qui aurait bombardé tout le monde et qui aurait massacré tout le monde et qui aurait gagné. Ça arrive que dans Civilisation. Mais ça n'arrive pas. Tout simplement. Bah, c'est-à-dire que dans la vraie vie, quand tu fais des nouvelles armes, ton voisin il te regarde faire des nouvelles armes. Ce qui est assez logique quand on y pense. Ces nouvelles armes. Et donc ton temps d'adaptation est très très court. TF, si on veut un exemple ultra moderne, le conflit en Ukraine, les Ukrainiens ont utilisé à un moment donné les drones de manière massive, les FPV, les tout petits drones sur le champ de bataille. Pendant 6 mois, 1 an, effectivement, ils ont eu un ascendant sur ce point-là, sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, les Russes utilisent les mêmes techniques. Parce qu'ils ont juste compris que ça marchait, en fait. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, ça sera devenu complètement inutile parce que les drones en question n'auront plus la puissance de feu ou plus la rapidité, l'agilité pour esquiver des contre-attaques. Et du coup, ça deviendra inutile. Ouais, je pense qu'il peut quand même avoir des conflits qui peuvent marquer des changements importants, peut-être pas des points de bascule, hein, comme tu dis, effectivement, hein, mais des changements importants dans comment on fait la guerre. Pour parler que de ma paroisse, encore une fois, la Seconde Guerre mondiale, enfin, c'est cette façon d'agir sans déclarer la guerre. En 14-18, il y a eu tout le processus diplomatique avant, ça a duré 2 semaines, 3 semaines, je sais plus combien de temps. Enfin, là, on a déclaré la guerre directement, et ensuite on a dit on déclare la guerre. Enfin, il a envahi, et ensuite il a déclaré la guerre. L'utilisation notamment de chars de façon massive et plutôt et dans des divisions intégrées dans des divisions qui regroupaient différentes armes, l'artillerie, l'infanterie portée, tout ça. Donc effectivement, je pense pas qu'on puisse dire que c'est des choses qui vont basculer totalement, parce que les chars étaient déjà là en 14, ça a mûri entre deux guerres, donc c'est pas quelque chose qui apparaît dans le chapeau qui fait pouf, je suis d'accord, hein, complètement, mais je pense quand même qu'il y a des conflits qui peuvent marquer une évolution, quoi. Ah, tu vois, c'est là où la question c'est où on se place sur l'échelle, parce que typiquement, tu vois, la concentration des chars durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un principe qui existe déjà en France et en Union soviétique, pas seulement en Allemagne. C'est juste que les généraux allemands vont sur un coup de dé aussi, hein, parce que l'offensive des Ardennes, on le rappelle pas assez, c'est un jet de dé absolument dantesque, hein, de la part des Allemands. C'est pas seulement les Allemands qui l'ont pensé, sinon la concentration de chars. C'est les Soviétiques et les Français. C'est juste que par la suite, ils feront d'autres choix qui s'avéreront pas forcément pertinents sur l'instant, sur la campagne. Par exemple, on parle souvent de la campagne de France quand on pense à l'offensive blindée allemande ou l'offensive Barbarossa. Mais typiquement, l'offensive, je pense que les offensives en question de l'Allemagne, pour le coup, auraient été, s'il n'y avait eu que une question de chars, aurait été beaucoup moins. J'ai parlé des chars, mais il y a sans leur aviation. C'est là où toi, c'est là où on se.
Ouais, mais tu vois, c'est où est-ce qu'on se place sur l'échelle pour dire que Ouais, ça a oui. tout changé. Parce que l'évolution de l'aviation, pareil, il y a des choses qui se sont développées partout, et c'est juste qu'à un instant T, tu vas avoir Alors, tel ou la tel bonne état qui va utilisation, quoi, en avoir fait, du truc. fait le bon choix Ouais, tactique à mais un instant T. pareil. Parce que finalement, tu regardes les appareils allemands, certes, ils sont bons, mais par exemple, ça n'empêchera pas la supériorité de la Luftwaffe en 40, elle empêche pourtant pas les Français de bombarder Berlin. Pareil, c'est un truc que personne ne connaît. Les Français ont bombardé Berlin en 40. Ouais. Tu vois, il y a des l'idée de chercher l'événement décisif, à mon sens, il est un peu faussé parce qu'il met en exergue un élément plutôt que 200 autres, en fait. Et même s'il y a des moments où on avance plus vite, peut-être aussi, parce que t'es dans un conflit, parce que t'as pas le choix, en fait, t'es au pied du mur, donc il faut avancer. Est-ce Ouais. que ça fait tout, tu vois? Ok. C'est pas bien sûr. Parce que les Allemands ont beau être super forts en manœuvre durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont beau avoir des stars super, ça, Effectivement. bah, ils ont quand même fini par se faire dérouiller. Et par des unités qui utilisaient des avancées beaucoup plus larges, beaucoup plus progressives, beaucoup plus avec des chars qui soutiennent de l'infanterie. Et pareil, aujourd'hui, on pourrait faire encore une fois une comparaison actuelle sur le conflit en Ukraine, malgré les propensions de blindés dont dispose la Russie. Les quelques offensives blindées majeures qu'il y a eu au début du conflit, elles ont été un échec cuisant. Alors qu'on pourrait se dire, ah mais ouais, la Seconde Guerre mondiale a tout, Non, enfin, c'est pas ce que j'ai dit. créé cet acte-là, et forcément, ça va J'avais rester. dit que ça allait rester comme ça. Non, mais non, je parle. Non, j'extrapole pas sur tes propos, c'est juste pour le public, pour insister Ouais. sur sur l'idée que l'élément clé qui changerait à un instant T grâce à une bataille clé ou à une guerre clé ou à une personne clé, à mon sens, c'est un peu minimaliste Ok. comme. Je vais me permettre de vous recentrer parce que Comme sinon vous lecture. allez partir Oui. sur. Parce que là, vous êtes parti sur les guerres actuelles et d'il y a 80 ans. En tout cas, tous les deux, merci à vous d'être venus. Merci aux auditrices, aux auditeurs de nous avoir écoutés pour cet enregistrement. On vous dit à très bientôt, du coup, pour probablement hors série sur la grande révolte de Syrie de 1925. On va aussi avoir un épisode normalement, au moins sur la guerre des Deux Roses. Bref, il va y avoir des trucs qui vont se passer. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.